Bonjour Amnous Chalmani, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis non seulement heureuse, mais très touchée de vous recevoir et puis bienvenue dans la conversation. Vous êtes journaliste et chroniqueuse dans la presse écrite et audiovisuelle, réalisatrice, romancière et essayiste. Vous avez écrit 3 livres autobiographiques publiés tous chez Grasset, Khomeini, Sade et moi, Les exilés meurent aussi d'amour, donc ça c'est un roman, et Éloge du métèque, récompensé par le prix des lecteurs en 2021. Alors j'avais envie de vous recevoir pour avoir votre avis sur les événements en Iran, vous qui êtes française d'origine iranienne et qui avez quitté ce pays en 1985 à l'âge de 8 ans, 6 ans après la révolution islamique. Et puis j'aimerais que vous nous parliez aussi de tout ce chemin parcouru, celui d'une exilée qui aujourd'hui revendique son statut de métèque. Alors, vous êtes né en Iran en 1977. Le 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini y revient après 14 ans d'exil. Il est accueilli par une foule en liesse. Et le 1er avril 1979, comme un fait exprès, vous célébrez vos 2 ans. Et la République islamique d'Iran est instaurée par référendum. Comment la petite fille que vous étiez vit ce changement radical et qu'est-ce qu'elle comprend et perçoit? C'est assez étrange parce que comme j'étais, ma mère a 5 sœurs et un frère, et de tous ses enfants, ma mère a été la première à accoucher, donc j'étais une petite fille seule parmi des adultes, avec un oncle, le seul frère de ma mère, en prison sous le Shah pour communisme aigu. Il faisait partie l'un des dirigeants du parti communiste iranien, du Toudé. Donc j'avais une vie d'adulte, et comme j'étais la seule enfant, que ma grand-mère était décédée avant ma naissance, j'étais en ligne de mire. Donc on faisait beaucoup de photographies de moi, donc j'ai un nombre de photos, je crois, record, avant même le temps des téléphones, donc des vraies photos argentiques, plutôt réussies. J'ai 2 tantes aux Beaux-Arts, donc elles me servaient de moi comme modèle. Et ce qui est étrange, c'est que l'anniversaire de mes 2 ans, donc, qui est je partage l'anniversaire avec l'instauration de la République islamique, il n'y a que 3 Polaroids. Personne n'avait cœur de prendre des photos, donc c'est assez étrange. À chaque fois, je regarde ces 3 Polaroids où j'ai une robe blanche, tout est sombre autour. En plus, ils n'avaient pas mis de lumière, parce qu'évidemment, tout le monde ça buvait, ça fumait, c'était un grand n'importe quoi. Donc, avant même que ce soit la guerre, ils recouvraient les fenêtres pour éviter que les voisins ne dénoncent. Donc, moi, je suis hypermnésie, donc j'ai un souvenir assez précis, mais parce que un psychiatre m'avait dit, c'est parce que très jeune, j'ai été plongée dans le bruit, la fureur, la révolution, donc j'ai enregistré très tôt. Ou peut-être, d'une manière plus littéraire, je savais que l'exil allait arriver, qu'il fallait que j'enregistre un maximum d'enfance avant qu'elle me soit retirée dans l'exil, parce qu'on grandit d'un coup dans l'exil. Donc je crois que dès ce moment-là, la petite fille que j'étais en voulait déjà aux barbus et aux corbeaux. Les femmes corbeaux, c'est avec leur tchador, parce que ça donne un effet corbeau quand elles marchent, sans même qu'il y ait un peu de vent, c'est très large. C'est que c'est une espèce de guerre s'est installée entre eux et moi. C'est qu'ils m'ont piqué un anniversaire, qu'ils ont rendu très glauque, où j'ai pas de photos. Et après, ça s'est concrétisé au moment où je suis allée à l'école, et où le voile est obligatoire dès qu'on rentre à l'école, donc j'avais 6 ans. Et où donc, la robe, le pantalon, plus espèce de cagoule foulard, et donc ma mère avait tout fait à la main parce qu'elle ne voulait pas faire porter une petite fille du noir ou du bleu marine, et trouvait ça, mais c'était absolument malvenu. J'avais un gris très très clair, beaucoup trop clair même, mais bon, c'est passé. Et ben, mon premier réflexe était de montrer mon cul. Donc je me suis déshabillée le premier jour d'école après la sonnerie, et les femmes corbeaux m'ont couru après, se sont cassées la gueule, et j'ai recommencé dès que je pouvais jusqu'à la guerre Iran-Irak, où là, chape de plomb est tombée, donc là c'était trop tard. Donc dès le début, je pense qu'inconsciemment, c'était conscient en tant qu'enfant, c'est-à-dire je tirais la langue, mais je savais exactement à qui tirer la langue, et c'était à Khomeini. C'est devenu mon ennemi personnel. Cette attitude sera le point de départ de quelque chose, le fait d'avoir été audacieuse à ce point petite, une rebelle Oui, je pense, et surtout que j'ai été soutenue par la première altérité de ma vie, c'est-à-dire mon père, qui s'en amusait beaucoup, et je pense qu'il y avait une espèce de fierté de se dire qu'il avait, j'ai un petit frère aussi, mais c'est sa première enfant, que sa petite fille donc il m'a dit plus tard, des années plus tard, qu'à ce moment-là, il s'était dit, j'aurais
moins m'inquiéter pour cette petite, quoi qu'il arrive, parce qu'elle ne va pas se laisser faire. Mais je pense que c'est aussi, voilà, c'est un mélange, j'allais dire, de gènes et d'environnement, mais disons que ça m'a, oui, ça m'a... Donc même quand j'ai peur, je ne laisse pas la peur s'installer. Je pense que c'est ça que ça a provoqué, le sang, le bruit, les larmes. Je peux avoir peur, mais faut activer un autre levier. Et souvent, ce levier, c'est un levier de résistance, je pense. Alors, l'exil est un bouleversement total à tout point de vue, absence de repères, c'est une épreuve douloureuse qui touche d'ailleurs tous les membres hein, d'une famille et chacun doit, malgré la souffrance et la douleur, retrouver sa place. Dans l'éloge du métèque, vous écrivez « Après notre exil, perdu sans repères, assommé et pourtant curieux et affamé, quémandant de quoi se recréer ». Qu'est-ce qui motive cet enfant de 8 ans avec la maturité que lui ont imposé les épreuves? C'était une envie, c'était une obligation. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et puis d'ailleurs, qui vous a transmis l'amour de la littérature française? Ah bah ça, de toute façon, on va beaucoup parler. Si on parle d'exil, on va beaucoup causer de mon père. Ça, je pense que c'est une histoire... c'est une histoire d'amour avant tout, et c'est une histoire d'amour sur laquelle mon père m'a mis sur la voie, c'est Victor Hugo. Tout a commencé avec Victor Hugo, tout a commencé avec une certitude d'un homme extrêmement libéral. Ce sera toujours très mystérieux, on ne sait pas comment les hommes, comment se forme la personnalité. On a plein de théories, mais on ne sait pas. Mais mon père, arrivant en France, premier jour d'exil, il me réveille à 6h30, il me dit on va apprendre le français ensemble, quoi. Il parlait pas du tout français, moi non plus. En Iran, on avait des cours d'anglais, parce que c'était plus un pays anglophone, ou russe hein, d'ailleurs. Mais et il ouvre Les Misérables. C'était la phrase de mon père, pourquoi la France? Eh ben, tant qu'à être dans la merde, autant l'être au pays de Victor Hugo. Donc mon père avait déjà lu en persan Les Misérables quand il avait 8 ans, ce qui a provoqué chez lui son athéisme. Donc il allait voir son propre père, qui était un soufi. Mon grand-père était aussi merveilleux que pouvait être mon père, et lui a dit je ne crois pas en Dieu. Et mon grand-père lui a répondu chacun sa croix. Donc on a transmis, voilà, c'est haute tolérance. Je viens de cette lignée d'haute tolérance. Donc j'avais le même âge que mon père quand il a lu Les Misérables, donc il trouvait ça logique de me coller les Misérables en français. Donc nous voilà en train de chercher donc, peut-être, dans le dictionnaire. Donc c'était des hiéroglyphes. Et je crois que c'est l'avantage aussi de l'enfance, de ce cerveau tout mou, prêt à l'aventure et tout à fait curieux. Le fait que j'adorais mon père, que de partager avec lui cette aventure, parce que c'était une aventure. Il a réussi à transformer un acte de décryptage d'un livre en une aventure, et que j'ai adoré. Mais j'ai adoré, j'aimais déjà lire, j'ai adoré la mélodie de la langue française, j'ai adoré les rues de Paris, j'ai adoré de voir des femmes courir après le bus, j'ai adoré de voir des femmes assises seules aux terrasses de café en train de boire de l'alcool. Je trouvais, et je trouve encore que c'est le summum de la liberté. Et je me disais, voilà, je veux m'y inscrire. Après, il y a eu Zola, il y a eu évidemment la rencontre avec Pierre-Louis, il y a eu la littérature libertine, mais tout a commencé avec Hugo, et tout a commencé avec mon père et Victor Hugo. Et à partir de là, bah, c'est une chance d'avoir une nature curieuse. Après ça, c'était de fouiller. Moi, je suis persuadée qu'on ne peut s'intégrer qu'en assimilant. C'est vraiment ça. J'ai assimilé la France avec plaisir, avec légèreté, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je venais de tomber amoureuse de cette langue. Et c'est vrai que je baragouinais, c'était pas encore un français pur comme je peux l'avoir aujourd'hui. Je commençais à parler français, j'étais en CM1. Et quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais je veux être écrivain français. Et ça, c'était une certitude. Écrivain français. Ouais. Et alors, ça, vous parlez du summum de la liberté en voyant ces femmes attablées aux terrasses en train de boire une bière ou que sais-je encore. C'était une volonté aussi de retrouver cette volonté, cette liberté perdue, faire un bras d'honneur, comme vous le disiez, aux barbus et aux corbeaux. Vous l'incarnez complètement, cette liberté. Elle consiste en quoi, la liberté, selon Amnous Chalmani? À laquelle dimension, cette liberté Elle est aussi, c'est une liberté de corps et d'esprit. Alors c'est peut-être ça, c'est une des grandes chances de naître dans un pays qui subit
en la réclamant, en s'en plantant, mais une révolution islamique, une révolution religieuse, et où d'un coup c'est l'effacement des femmes de l'espace public. Bon, évidemment, alors, avec le nombre de tantes que j'ai, qui est très brune, enfin, il y en avait aussi 2 rousses, mais avec des longs cheveux, c'était des intellectuels, des bourgeois intellectuels, artistes, donc c'était des fêtes avec beaucoup de décolletés, beaucoup de robes colorées, beaucoup de cheveux partout, et en l'espace de 24 heures, j'ai vu mon enfant se recouvrir de noir, et j'ai vu les femmes disparaître. Mais littéralement disparaître, parce qu'il y a... Et comme personne ne pouvait plus regarder personne dans la rue, que tout était sujet à la séduction, donc d'un coup au danger, d'un coup de peut-être passer pour une pute, enfin, tout devenait suspicion autour du corps, du regard des femmes. Je pense que je l'ai vécu vraiment très très vite, ça, cet effacement de ce que je trouvais mais le summum de l'esthétique, qui était ma mère, mes tantes, leurs cheveux, leurs robes, les bijoux qui brillaient, enfin leurs mouvements, la danse, et d'un coup tout ça a été effacé. Alors, ça se faisait encore en intérieur, mais d'un coup l'espace public était fini. Et c'est vrai que mon père, encore lui, m'avait dit on va aller en France, on va aller à Paris, c'est le pays de Simone de Beauvoir. Il m'avait expliqué qui était Simone de Beauvoir. Donc moi, j'arrivais en disant, en vrai, il y a ma mère et mes tantes à tous les coins de rue, ce qui n'était pas tout à fait faux. À l'époque, il y avait très, très, très peu de femmes voilées. Ça n'existait pas. Moi, j'ai fait une crise panique la première fois, ma mère aussi. Dans le métro, 1989, quand on est tombé. Ah, mais avec l'affaire du on était déjà en plein affaire Rushdie. Donc, je venais de découvrir l'antipoison de Khomeini. C'était Rushdie. Donc, je venais d'avoir un premier amour qui était Rushdie juste avant Pierre-Louis. Donc 14 février 89, c'était l'écrivain avec des drôles de sourcils. J'avais décidé que c'était mon meilleur ami. Ça a été, je comprenais rien, j'avais évidemment pas lu les versets sataniques, mais tout de suite, il y a eu un lien. Rushdie ne m'a plus jamais quitté. Rushdie est dans... Il apparaît dans tous mes livres, même quand je ne veux pas. Là, celui que j'ai écrit cet été, j'étais en pleine écriture, 12 août, attentat. Et puis, dans l'éloge du Métèque. Il est là, le verset satanique, et le livre de l'immigration, et le livre du Métèque, et le livre qui essaye le plus intelligemment et d'une manière le plus... vraiment la plus profonde et la plus ample de comprendre ce que c'est que l'immigration, ce que c'est que le fait de s'arracher, de se reconstruire, enfin, qu'on soit passé à côté de ce livre, que j'ai une grande partie de la gauche soit passée à côté de ce livre, c'est dit déjà l'aberration. Et en même temps arrive l'affaire en 89 du voile, et moi là-dessus, je crois que j'ai fait ce choix qui après a été accentué, parce que quand on est arrivé dans le quartier de la Bastille et que mon père a commencé très vite à me parler de Révolution française, moi j'entendais Révolution, j'étais là, molla, barbu, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et c'est vrai que là, il m'a dit, c'est pas la même révolution. Donc, étant à Bastille, moi, j'ai commencé à m'intéresser. Et c'est comme ça qu'allait dire, au détour de l'histoire, je suis tombée sur la littérature libertine. Et où là, ça m'a explosé dans la tête. Et où la liberté du corps va avec la liberté de la tête. On ne peut pas libérer le corps sans libérer la tête. On ne peut pas être coincé dans son corps et imaginer. Vous avez quel âge quand vous la découvrez? J'ai 13 ans, 14 ans. Ah oui, 13 ans, 14 ans. Donc vous êtes jeune. Ah oui. Et elle vous amène à quelle réflexion à cet âge-là et après d'ailleurs? Parce que j'imagine que vous l'avez pas... Ah oui, j'ai jamais arrêté. Oui. Elle m'amène, et là je me rends compte, en fait, elle m'amène déjà au fait que j'étais en surpoids et que j'ai perdu mes kilos sans faire de régime. Elle m'arrive déjà là, ce qui était quand même étonnant. Moi je le lie énormément à ça. C'est que je pense que quelque chose bloquait dans mon corps, mais qui était lié à une... Donc j'ai quand même eu le sentiment que j'avais enlevé le voile, mais que je ne l'avais pas brûlé. Je pense qu'avec la littérature libertine, je l'ai brûlé. Et je pense que cette accumulation ado, alors qui était due au fait qu'on n'avait plus de sous, donc j'avais plus de cours de danse, de cours d'équitation, donc, et que il avait la grande sédentarisation, l'exilé très, très enfermé. Et puis je bossais, j'étudiais énormément à l'école pour garder le niveau et pas perdre une année, ce qui est arrivé. Mais il y a eu une espèce d'accumulation de poids qui était très, très étrange. Et c'est avec la lecture, mais sans faire de régime, c'était très, très bizarre. C'est marrant, ça a déclenché quelque chose. Oui, vraiment, je pense. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est que c'était extraordinaire. Thérèse, philosophe, qui est le premier que j'ai lu, c'est extraordinaire. C'est quand même une jeune fille qui croit être pieuse, qui voit sa mère dans une piété extraordinaire, bref, qui suit sa voie, et puis finalement rencontre une amie de sa mère qui s'avère être une libertine, et qui
fait exprès de la laisser derrière les portes, écouter quand elle est avec son confesseur, qui est donc un religieux, donc un hypocrite, en train de donner des cours de libertinage. Et c'est systématique, c'est le fait de pouvoir foutre sans procréer, c'est une espèce de claque à la gueule de Dieu, donc c'est une remise en cause absolue du pouvoir absolu monarchiste. Il y a la manière dont les personnages issus du clergé sont démontés, ça me faisait penser évidemment au Mollah. Enfin, et tout ça se mélange et où je me dis, on ne peut pas, une femme plus particulièrement, ne peut pas être libre dans sa tête sans être libre du corps, c'est-à-dire de se débarrasser de la honte que représente le corps féminin. Donc en fait, vous avez fait tous ces liens entre ce que vous aviez vécu. Ça me paraissait évident. Le voile recouvre une honte. Le corps féminin étant l'objet du désir, donc du péché, donc de la honte. Il fallait et crier le fait que, oui, lieu du désir, et alors, pas plus, pas moins que le corps d'un homme. Et il y a de quoi s'en vanter. Le corps féminin ne doit jamais être le lieu de la honte. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris déjà qu'il y avait quand même plusieurs féminismes qui commençaient à avoir un sérieux problème. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, j'aurais jamais cru vivre ça de mon vivant, je sais que tout est cyclique, mais d'imaginer qu'on allait revenir à un féminisme de la pudibonderie, du puritanisme, où tout à coup toute forme de sexualité est présentée comme le lieu du danger pour la femme, c'est à l'opposé de ce qui est écrit dans la littérature libertine, parce que c'est ce qu'on disait aux jeunes femmes. En Angleterre, on leur disait avant leur nuit de noces, ferme les yeux, pense à l'Angleterre, pour éviter de leur parler des choses du sexe. C'est quand même extra. Je trouve que cette phrase résume tout. Et c'est vrai qu'on ne leur disait rien et qu'on leur représentait le sexe, toute forme de sexualité, tout sexe comme étant un danger. On pouvait tomber enceinte, on pouvait perdre sa vertu, donc sa réputation, etc. Qu'aujourd'hui on revienne, une espèce de danger, surtout hétérosexuel, le danger de la sexualité hétérosexuelle, et on retrouve, moi j'ai dans les oreilles les bruits que faisaient les puritains du siècle des Lumières, du siècle libertin, face à désir de liberté de ces corps qui avaient envie de s'exprimer en dehors de l'Église et de la stricte procréation, quoi. C'est dingue ce retour. Ah bah oui, alors ça c'est sidérant, mais ça on pourra aussi peut-être en parler à propos du manque de soutien qu'elles ont apporté aux événements, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, quand on est exilé, on a une espèce de vulnérabilité. Peut-on dire qu'à ce moment-là, la mémoire, et ça c'est Nagar Djawadi qui le dit dans un de ses livres, que la mémoire sélectionne, élimine, exagère les souvenirs, on est dans l'interprétation de ces souvenirs, et ce passé sacralisé devient un paradis perdu. Est-ce que l'Iran était un paradis perdu sous le règne du Shah, ou absolument pas? Non, mais je pense parce qu'il a fait des erreurs quand même, le Shah. Il en a fait. Déjà, il n'a pas vu venir Khomeini trop occupé qu'il était par les communistes. Donc c'est déjà une énorme erreur, le fait d'avoir très intelligemment, ceci est une ironie, je précise maintenant ceci est une ironie parce qu'on a perdu tout sens de l'humour, mais d'avoir mis dans la même cellule un prisonnier islamiste et un prisonnier communiste a fait que ils se sont alliés dans les prisons, et que tous les chefs étaient en prison, qu'ils ont décidé de faire la révolution ensemble. La gauche, comme d'habitude, n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un chef. Donc la gauche était très présente dans les universités, toute la bourgeoisie des grandes villes était de gauche, plus il y avait, c'est vraiment le banquier anarchiste, hein, on en était là, mais il n'y avait pas de figure pour tenir ça. Par contre, Khomeini, lui, commençait à être la figure charismatique et ancêtre du podcast ou de, je ne sais exactement ça, il a envoyé des cassettes audio qui ont commencé à se déverser dans les universités et tout d'un coup, voilà, il y avait un visage. Et là, les communistes se sont dit, non mais de toute façon, les religieux ne savent pas gouverner, donc on va le mettre devant, ça va permettre d'unifier, puisque tout le monde était contre le Shah. Puis après, c'est nous qui dirigeons. Il y a une dépression collective, une dépression nerveuse collective contre ce Shah, en fait. Hein. Complètement. Et donc, du coup, ils ont fait la révolution ensemble, et Khomeini, il a fallu 6-7 mois pour que, en une nuit, tous les dirigeants communistes, de ceux qui à Paris causaient avec Sartre et Beauvoir pour les faire venir sous le pommier de Khomeini, tous ces types-là ont été tués en une nuit et enterrés autour de la lugubre prison d'Evin qui est à Téhéran, qui est la prison des prisonniers politiques. Donc c'est allé si vite. Mais il n'empêche, c'est vrai, toute enfance est un paradis perdu, et j'irai même plus loin, c'est qu'il est nécessaire, même quand c'est terrible, même quand c'est une enfance de merde, même quand c'est une enfance douloureuse, on exagère ses souvenirs et on le garde parce qu'on en a, enfin d'autant plus si on veut écrire, mais pour en fait une source inépuisable d'inspiration. C'est les premiers sentiments, c'est les premières sensations.
c'est évident que je regarde mon enfant, et je l'ai certainement exagéré, et je pense que c'est une réaction psychique tout à fait saine pour en faire ce réservoir. Mais bien sûr que j'en ai des souvenirs merveilleux. Alors pour les adultes, c'est un rempart, vous pensez, à l'intégration, d'idéaliser son passé. Quand on voit par exemple l'exil iraniens qui ont reconstitué de différentes manières l'Iran d'avant la Révolution. Alors, est-ce que c'est une façon de se ressourcer? Parce que j'ai l'impression quand même qu'ils se sont intégrés. Ils parlent l'anglais parfaitement, ils travaillent. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de se ressourcer, d'apaiser la souffrance, la douleur? Ou est-ce que c'est vraiment un rempart à l'intégration que de refuser, peut-être par loyauté ou probablement en ayant peur de l'inconnu, d'idéaliser ce passé? Et ça, c'est vraiment intéressant, d'où le métèque. C'est là où oui, alors c'est ce que je vous disais, parce qu'après, ce serait, ils ne seront jamais des métèques. Ils ne seront jamais des métèques. C'est vraiment ça. Alors c'est très compliqué, parce que quoi qu'il arrive, l'exil provoque ça. C'est le besoin de reconstituer ce qui est forcément un artifice, le paradis perdu, ce qui a été ce péril-là. C'est plus évident, effectivement, à Los Angeles, à Terrangeles, comme on l'appelle, qu'à Paris. Parce que déjà, en France, beaucoup moins d'Iraniens en exil. C'est beaucoup moins évident. Alors, il y a la petite rue des entrepreneurs dans le 15e où il y a des restaurants iraniens, une librairie, 2-3 épiceries. Et peut-être que dans certaines villes, il y a ce Chinatown. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, mais c'est pas flagrant. Non, c'est pas flagrant. À Los Angeles, c'est flagrant. Ça saute aux yeux. C'est même les intérieurs à Beverly Hills, c'est l'Iran. En plus, pas l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran d'avant. L'Iran des années 70. Vrai, dans la déco, c'est flagrant, les vêtements. Jusqu'aux coiffures, moi, j'ai l'impression qu'on me prenait comme replongée en 1977. C'est vrai qu'elles n'ont pas changé leur coiffure, encore aujourd'hui. Elles n'ont pas changé leur coiffure. À Genève, c'est pareil. À Genève, c'est encore plus... C'est la communauté juive iranienne en exil. Eh bien, ils vivent comme en Iran. Mais alors, c'est vraiment flagrant. Moi, alors là, c'était encore plus flagrant qu'à Terrangeles, tout ça. Et c'est vrai, il y a un côté artificiel, mais je comprends. C'est-à-dire mes parents qui ont fait le choix contraire, mes parents qui ont fait le choix de la métèquerie, qui ont décidé d'être inévitablement l'exil, c'est une rupture avec le pays d'origine. Être métèque, c'est aussi de faire cette rupture avec le pays. Alors qu'est-ce qu'un métèque? Ça m'intéresse. Avec la communauté d'adoption. Le métèque devient donc une liberté qui flotte, quelqu'un qui dessine lui-même ses racines. C'est compliqué, c'est risqué. Mais ça donne un espace assez immense pour l'amour du nouveau pays. Alors en quoi c'est risqué? Parce que vous dites qu'il y a une espèce de fragilité, qu'on ne naît pas métèque, on le devient. Alors on le devient comment? On préserve ce statut comment? Et en quoi c'est compliqué? Parce que vous le dites qu'il y a ce jeu des masques, il y a le risque, parce que vous dites qu'il faut justement mesurer son... Expliquez-nous. C'est compliqué, mais c'est intéressant. C'est un équilibre. Le métèque est un équilibre. Moi, je suis une métèque française très, très, très heureuse. Je veux dire, il y a quand même un risque de se dire, parce que c'est pas... Alors moi, le truc, on se dénature de... Je sais très bien que je suis née à Téhéran, je sais très bien que mes parents sont profondément iraniens. Je dois encore avoir des réflexes qui me viennent, des goûts culinaires, des odeurs qui m'immobilisent. C'est devant un cerisier en fleurs, je suis une flaque. Ça y est, c'est la première fois petite où j'ai vu ce que j'ai pu formuler. Ça, c'est beau. C'est avec un cerisier en fleurs. Il y a beaucoup de cerisiers, comme au Japon. Il y a des choses, là, c'était le nouvel an iranien, c'est le Nowruz, premier jour de printemps, le 20 mars. Tous les ans, en 38 ans d'exil, c'est la même émotion. C'est quelque chose. Donc, c'est pas de la nature, c'est que j'accepte volontairement d'avoir d'un coup coupé, vraiment tranché mes racines pour ne pas être... j'allais dire, là, c'est ça le problème, le danger des racines, c'est aussi d'être attaché, donc d'être immobilisé. J'ai fait ce choix-là, je flotte. Je donnerai ma vie pour la France, c'est ça aussi, toute l'obscurité. Donc il y a une reconnaissance. Il y a une gratitude et une reconnaissance à la France. La France m'a donné mon outil intellectuel. C'est une boutade, mais qui est très juste. Aujourd'hui, je suis une Française née à Téhéran. C'est vraiment ça, c'est comme ça que je me suis constituée. Donc c'est ça, le métèque est libre avec le danger de cette vulnérabilité. C'est avec le risque, par exemple, moi je me retrouve, ça m'est arrivé avec des Français d'origine et qui me disent oui mais toi non mais je comprends, tu es plus français que moi dans ta culture, dans les livres que tu as lus, mais personne dans ta famille n'a donné son sang pour la France, donc moi je pourrais jamais te voir comme une vraie Française. C'est blessant, bien sûr, c'est extrêmement blessant, mais je comprends.
quand on vient d'une famille qui Vous prenez ça pour du racisme, ça? Pas du tout. Vous avez été victime de racisme? Je ne crois pas. Et si je suis obligée de réfléchir, c'est que non. Si à la préfecture, au centre des réfugiés, quand mes parents étaient réfugiés politiques, et à 18 ans, j'ai dû aller faire ma demande toute seule, juste avant le bac, à centre des réfugiés Porte de la Chapelle. Oh là, on m'a mal parlé. D'accord. Oh, on m'a très mal. J'étais avec un ami qui visiblement était français, et donc dès l'accueil, elle parle français. Je dis, madame, écoutez, je vous en prie, bien sûr que je parle français, etc. Enfin, et je faisais des allergies, donc j'avais des produits cliniques dans mon sac. Elle me dit, elle ne se refuse rien. L'arabe, j'étais là, bon, d'abord je suis iranienne, je ne suis pas arabe. Enfin, rien n'allait, rien n'allait. J'ai fini par être à 2 doigts de grimper sur le comptoir pour aller taper une dame. Enfin, tout ça aurait pu vraiment très mal finir et j'aurais pas eu mes papiers pour passer le bac. Mais tout ça a été, là oui, mais là, j'allais dire, c'est un système. Tout était fait pour que tout le monde pète les plombs dans cet endroit. Il y avait trop d'attentes, trop de gens, pas assez de personnel. Donc là, oui. Mais est-ce que c'est du racisme ou est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, c'est un no man's land horrible, ces endroits-là. Mais sinon, non. Mais je comprends quelqu'un qui me dise, mon arrière-grand-père est mort à Verdun, mon grand-père s'est engagé pendant la Seconde Guerre mondiale, a failli mourir, mon oncle est mort dans un camp, nanana, et toi, t'arrives et limite, t'en sais plus que moi sur la France, mais tu seras jamais une Française. C'est pas dit, j'allais dire, c'est pas dit méchamment, j'allais dire, c'est vraiment le cri du cœur, le cri du ventre. C'est il est où ton sang, d'où t'as nourri le seul français. La seule réponse que j'ai trouvé à dire, c'est que, ouais, bah, d'accord, la France m'a offert une langue, je lui ai donné des livres en retour. Je lui ai dit, voilà, j'ai peut-être pas saigné, mais il n'est pas dit que, on est en temps de guerre, peut-être ça arrivera. Donc, mais en tout cas, vous avez... Mais oui, moi je considère, voilà, je fais ça, voilà, c'est un deal. Donc vous êtes une Française de culture iranienne? Non, j'ai de culture française. Ouais, j'ai ce truc, j'ai ce plus qui fait que c'est intéressant. J'ai une culture qui est élastique. Donc être métèque, c'est pas être une Française de culture iranienne ou une Iranienne de culture française. C'est encore autre chose. Ah oui, non, mais je suis vraiment française et je suis de culture française. Mes références, je rêve en français. Et quand je cherche une référence, quand je suis en train d'écrire une belle chronique de l'Express, je veux dire, je ne vais pas chercher dans le livre des rois, je vais chercher chez Balzac. Bien sûr. Et moi, le mode d'emploi de comment être français au quotidien, je l'ai trouvé chez Sagan et Balzac. Alors, dans votre livre Éloge du métèque, vous dites, sans tomber... Alors, vous posez la question de comment préserver ce statut fragile. Et vous dites, sans tomber dans les facilités confortables de l'origine glorifiée ou de l'assimilation sans mémoire. Alors, est-ce que l'assimilation implique forcément l'absence de mémoire, se désolidariser complètement de sa culture ou absolument pas? Et puis surtout, est-ce que vous êtes plus qu'intégré, vous êtes assimilé? Comment vous expliquez aujourd'hui cette résistance à l'intégration à laquelle on assiste en France? J'allais dire, franchement, c'est par goût du malheur, j'ai par goût du désespoir. Je vais vous dire qui est responsable. Je ne comprends pas. Non, mais que même le fait de dire il faut que les nouveaux arrivants apprennent à parler français et que ça provoque des cris d'orfèvre en disant mais enfin, comment on peut être français sans parler français? Je me dis mais pourquoi en fait? Tu es dans le métro, tu vas faire tes courses, c'est quand même plus pratique de savoir causer la France. Je dis ça, mais pour le quotidien, pour le mieux vivre. Tu vas chez le médecin, il vaut mieux que tu puisses lui expliquer où est-ce que tu as mal. Donc le fait de refuser par humanisme, bonté d'âme, j'ai quand même du mal à comprendre à des nouveaux arrivants de pouvoir accéder à la langue du pays où ils veulent s'installer. Déjà, je ne comprends pas. Mais je veux dire, effectivement, moi j'ai une mémoire, mais j'adore moi, on fait Noël depuis, mais on faisait aussi Noël. Comme on est athée, on faisait toutes les fêtes. On faisait Pessah, on faisait Noël, on faisait Nouvel An chinois, parce que déjà en Iran, on adorait, d'ailleurs, plus manger vietnamien et thaïlandais, mais voilà, c'était l'idée, voilà, mon père, haute tolérance, c'était l'idée, voilà, le monde est à disposition, il faut se servir et prendre ce qu'on a envie de prendre. Moi, par exemple, j'adore l'Inde, quoi, d'un point de vue esthétique, etc. Système des castes, c'est une horreur. Voilà, c'est aussi l'avantage, j'allais dire, d'être non pas multiculturaliste, mais d'être cosmopolite, comme on le disait au XVIIIe siècle. C'est que moi, le monde est un jardin dans lequel je me sers et je prends ce que je veux. Et si d'autres appellent ça de l'appropriation, bah, tant pis pour eux. Et pour autant, l'intégration vous semble évident. Enfin, c'est le bonheur. On peut avoir cette curiosité dont vous avez parlé, oui. De ce que nous offre le monde, mais s'intégrer dans le pays d'accueil. Évidemment. Je veux dire, si au demain, les mollahs tombent en Iran, ça ne m'effleure même pas l'esprit que j'irai m'installer
à Téhéran. Pour moi, c'est un pays... J'irai revoir Téhéran, que je n'ai pas revu depuis 85, mais comme n'importe qui va voir sa maison d'enfance avant qu'elle soit vendue. Mais quel est votre rapport alors avec ce pays aujourd'hui ? C'est le pays de mes parents, c'est le pays, voilà. C'est les souvenirs de mes parents, c'est ce qu'ils m'en racontent. C'est quand même aussi parce que je suis beaucoup plus proche de mon père, mais c'est aussi des très mauvais souvenirs de ma mère. C'est aussi un monde oriental qui est fait de chuchotements, qui est fait de voisins qui ont l'œil collé à la fenêtre et qui surveillent vos allées et venues. C'est fait de cette espèce de poids de la réputation, où encore aujourd'hui, ma mère, au bout de 38 ans d'exil, sans n'avoir même pas envie de retourner. Elle ne s'est pas affranchie de ça ? Non, de temps en temps, ça arrive, et avec mon père, on s'arrête, et elle dit, oh, elle nous regarde et fait, j'ai rechuté. Et ça sort naturellement, et mais c'est très joliment dit, mais on lui a tellement fourré dans la tête les autres. Ma mère panique, moi, à chaque fois que je sors un bouquin, maintenant elle le dit moins, je pense qu'elle n'ose pas parce qu'elle a peur qu'on rigole, mais elle panique. Qu'est-ce que vont penser les autres ? Qu'est-ce que vont penser les autres ? Et comme j'ai toujours été sans fille, déjà petite... J'ai envie de vous dire, elle a vraiment souffert. Oui, elle souffre. C'est vrai. Elle se demande comment elle a pu accoucher d'une enfant comme moi. Mais à chaque fois, c'est le même... Et en même temps, je me dis, elle doit se dire, c'est quand même extraordinaire, la vie. C'est comment une... Je suis sans filtre, je n'arrive pas, même quand... Petite, avant chaque dîner, chaque soirée, il y avait une demi-heure où vraiment il m'expliquait, faut arrêter. Faut pas parler, faut pas dire. Et au bout de 5 minutes, je me retenais, je balançais tout. Papa fait son propre vin, il se passe ça, maman fume, et je pouvais pas me retenir. Et je trouve que c'est le dire, l'hypocrisie orientale, mais totalement, mais m'a effleuré, mais ne s'est pas installée. Ce que pensent les autres, je m'en fous totalement. Mais c'est probablement pour ça que vous avez pris le contre-pied. Peut-être. Enfin, mais dès l'enfance, je ne sais pas comment ça s'est joué. C'est vraiment, je pense que c'est là où il y a un mystère des gènes qui est quand même réel. Il y a une espèce de collusion génétique qui a fait que c'était pas possible et qui s'est accentuée en France. C'est vrai. Oui, vrai, ça j'imagine. Et je trouvais que justement dans la littérature libertine, quoi qu'il arrive, oui. Dans la littérature libertine par rapport à l'Ancien Régime, il y a aussi cette idée-là de dévoilement, il faut dire les choses, c'est que toutes les saloperies se faisaient mais cachées derrière le rideau. Ce que fait la littérature libertine, c'est le mettre sur devant de la scène. Et ben, moi, je pense que j'ai exactement, et c'est pour ça que ça m'a tellement parlé, je crois que dès l'enfance, il y avait ça chez moi, c'est l'incapacité. Et effectivement, je n'irai pas vivre dans un pays oriental, je ne supporte pas ces chuchotements dans mon dos, je ne peux pas. En tout cas, vous vous sentez concerné par les événements qui touchent l'Iran. Oui, c'est passionnant. On va en parler là. On va rappeler les faits rapidement. Mahsa Amini, donc jeune femme de 22 ans, originaire du Kurdistan iranien, est arrêtée par la police des mœurs, composée quand même à 70% des corbeaux dont vous parlez. Il faut bien des femmes pour fouiller les femmes. Oui. Pour un voile mal ajusté. Elle décède le 16 septembre 2022, 3 jours après son interpellation. Et sa mort déclenche des manifestations dès le 18 septembre. Donc la colère s'étend, le mouvement s'intensifie et c'est inédit. Les femmes osent, au péril de leur vie, je crois qu'il faut bien insister là-dessus, manifester sans leur voile en scandant le slogan « Femme, vie, liberté ». C'est un geste hautement symbolique. Certaines le brûlent, d'autres se coupent les cheveux. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les 20 000 femmes qui avaient, elles aussi, manifesté sans voile le 8 mars 1979, alors que, contre d'ailleurs le projet de rendre obligatoire le port du hijab, et que Khomeini est déjà là. En tout cas, beaucoup d'admiration, ça il faut le dire aussi, et de respect pour ces femmes qui osent et qui ont osé avant et aujourd'hui. Enfin, les femmes iraniennes, c'est quand même des sacrées bonnes femmes. Ah oui, c'est assez impressionnant parce qu'elles l'ont faite, la révolution de 79. Moi, c'est un truc d'abord qui m'exaspère et qu'il faut remettre, c'est qu'il y a 538 morts, je crois, donc 48 femmes et 68 enfants. Les hommes meurent, autant plus que les femmes, mais comme la révolution islamique en 79, c'est fait avec les hommes et les femmes. Ce n'était pas une révolution d'hommes. Les femmes étaient dans la rue et quand Khomeini et le parti Toudé, le parti communiste se sont alliés, la seule chose c'est que mesdames, par respect pour Khomeini, recouvraient vos têtes. Elles n'avaient pas capté qu'on n'allait plus jamais les laisser se dévoiler. Donc quand elles ont compris que Khomeini arrivait et qu'ils allaient installer le voile obligatoire, elles sont descendues dans la rue. C'était une manifestation très impressionnante, ce 8 mars 19. C'était aussi une petite nostalgie, c'était l'époque où pour les occidentales, les féministes occidentales qui étaient là, il y avait énormément d'Allemandes, il y avait des Françaises, c'était évident que le voile était une régression, était un antiféminisme. C'est d'ailleurs tout à fait logique. Je veux dire, encore une fois, le voile recouvre la honte
d'être femme, le fait. C'est le lieu du péché tout partout, je veux dire, de là jusqu'à la cheville. Et surtout que des pays l'avaient abandonné, ce voile. Il avait disparu. Ouda Chawari, qui arrive en Égypte, on est en 1923, et vient de faire un colloque féministe international à Genève. C'est une lutte pour la décolonisation en Égypte. Elle porte le voile, sa mère est une des préférées du sultan là, dans le harem. Donc elle a eu accès à la grammaire, au savoir et tout. Elle a épousé un indépendantiste. Elle revient, elle est sur le garde du Caire, avec 2 autres femmes qui l'avaient accompagnée, voilées. Il y a des supportrices qui les attendent. Elle le fait, elle retire son voile. On est en 1921-23, applaudissements, toutes les femmes me voilent, et le premier, sans même se concerter, elles vont au Parlement égyptien pour réclamer d'être élues. Je veux dire, depuis les années 20, concrètement, parce que l'Orient, à l'époque, aussi fait sa révolution. Années 20, où en Égypte, Rose El Youssefi, comédienne, immense comédienne Rose El Youssef, qui a commencé à jouer à 14 ans, venait de créer son journal, il s'appelait Rose El Youssef, qui existe encore aujourd'hui, qui a été le seul hebdo arabe à publier des extraits du verset satanique en 1989. Et quand elle a dit « je vais sortir un hebdo culturel pour arrêter que nous, comédiennes, soyons prises pour des putes, je vais créer ce... » Et il y aura des intellectuels, il y aura des caricatures, il y aura de la satire, il y aura des extraits des bouquins. Même ses potes intellectuels lui disent « Rose, et tu vas l'appeler comment ? Rose El Youssef. » Mais t'es folle, elle l'a fait. Et il existe encore, Rose El Youssef existe encore. C'est une femme remarquable. On est quand même là. C'était ça aussi à un moment. Malgré les chuchotements et les visages collés aux fenêtres, l'Orient, c'était aussi ça. C'était aussi une mue. Donc le voile avait disparu. Khomeini, on a fait un étendard, on a fait un drapeau, etc. Ces femmes-là, elles sont magnifiques en plus, les photos. Il y a des photos superbes de ces femmes. On passait devant le grand hôpital de Téhéran, dont j'ai oublié le nom, il y a toutes ces infirmières, les femmes médecins qui sont dehors, sans voile, qui applaudissent. C'est extraordinaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est leurs petites filles, leurs filles et leurs petites filles, qui sont là dans la rue et qui comprennent grand-mère, maman avait raison. Maman avait raison, ils se sont faits. C'est-à-dire que le voile est venu, il y a aussi un orgueil iranien, il y a un nationalisme iranien qui est perse même, qui est délirant, qui était du fait de, quand même, on en impose au monde. On a compris qu'on était différents des autres. Et ils ont créé cette espèce de schizophrénie, c'est-à-dire il y a l'intérieur, l'extérieur, on laisse l'extérieur aux mollahs, à leurs règles complètement à la con. À l'intérieur, la désislamisation a commencé dès 1979. C'est à l'intérieur, il n'y a pas de voile, ça picole de la vodka qui arrive dans des canettes d'Azerbaïdjan, dans des canettes de Fanta d'Azerbaïdjan. Donc il faut aller en épicerie demander une canette d'Azerbaïdjan. Là, c'est de la pure vodka. Ça picole. Il suffit d'avoir un ami juif ou un ami arménien. Là, vous pouvez faire des fêtes. Il suffit qu'il soit dans la voiture. Il y a 6 Iraniens, un juif iranien ou un arménien iranien. Le coffre est gavé de voitures. C'est bon. Ça passe. D'accord. Donc ça. Et là, il y a une décompression. Mahsa Amini, c'était trop, ça suffit. Parce qu'en plus, il y avait du mou. C'est que maintenant, elle le portait à l'indienne. Le voile, c'est pas comme quand j'étais petite où il fallait pas une mèche de cheveux qui sorte. Donc là, il y a une espèce d'explosion. Et je pense que d'un point de vue vraiment psychanalytique, il y a une décompression. C'est que l'intérieur a débordé sur l'extérieur. Hors de question. Et là, pour moi, c'est une révolution. Et non seulement c'est une révolution, mais c'est une révolution qui est faite. Le plus dur dans une révolution, c'est la révolution des mentalités. La révolution des mentalités, elle est faite. Les mollahs sont morts dans les têtes, il n'y a aucun doute. La révolution française, elle a commencé exactement en avril 1739, au moment où Louis XV ne se confesse pas, c'est Pâques, ne communie pas, et refuse de guérir le peuple, d'apposer les mains. Ah, c'est fini. À partir de là, les libelles, les caricatures, les chansons, alors entre La Poisson, La Dubarry, c'est fini. Mais Louis XV fait cette chose, mais 1739, c'est fini. C'est fini. De là jusqu'à 1789, c'est tout le travail de sable que va faire le monde libertin, va faire la littérature libertine pour les faire tomber de leur piédestal. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Iran. Et n'oublions pas que la révolution islamique, elle a pris 17 mois. C'est pour ça qu'on est à 7 mois d'écoute. Maintenant, en 44 ans, les mollahs et les gardiens de la Révolution... Alors tout est possible pour vous. Oh, mais c'est plus que possible. Ils tiennent 70% de l'économie, les gardiens de la Révolution. Ils ont le fusil et l'économie. L'aéroport de Téhéran, elle appartient aux gardiens de la Révolution. Je veux dire, ils tiennent tous les leviers du pouvoir et les leviers économiques. C'est ça qu'il faut leur arracher. Mais dans les têtes, ils remettront... Rien ne sera comme avant, ils ne remettront pas le voile. Alors c'est une vraie question que je vous pose, là, parce que la République islamique promet de sanctionner dès demain, dès le 15 avril,
Ismail, sans pitié le nombre grandissant d'Iraniennes qui retirent leur hijab. Donc leur priorité avant était de mettre un terme aux contestations qu'ils avaient un peu lâchées. Et là, alors qu'est-ce qu'ils craignent en fait? Vous imaginez que ça va pas avoir lieu? Khomeini et les mollahs, et dans toute leur dialectique, ont fait du voile l'alpha et l'oméga, le drapeau, le porte-étendard, le symbole. En fait, c'est le dernier caractère c'est le pilier, en fait. Le voile tombe, le mollahs trébuchent dessus. Ouais. C'est inévitable. Là, il y a des photos qui arrivent d'Iran de nanas à Machhad ou à Téhéran qui se prennent en photo, en selfie, en short. En short, en train de danser dans le métro. Ah ouais, non, mais c'est délirant. C'est des images. Moi, je sais mais vous pouvez tout regarder sur Twitter. Il y a tout. Il y a une émotion. Ouais. Moi, il y a une émotion parce que je ne peux pas m'empêcher de penser au cul nu de mon enfance. Et je suis là, bon, elles sont mais d'un courage exemplaire. Exemplaire. Vraiment, c'est remarquable, c'est beau. Il y en a une qui a osé taguer le fameux slogan Femme, vie, liberté et mort à Khamenei sur la mosquée de Khomeini. Elles vont sur la tombe de Cyrus le Grand en cheveux. Et il y a ça. Et il y a ça. Il y a eu énorme, là pendant les fêtes, parce que c'était le nouvel an iranien, pendant les 15 jours, d'ailleurs les gens ont plus fêté, je pense à mon avis personne n'a fait le ramadan, parce que par hasard ça correspondait, mais pendant ces 15 jours, il y a eu énormément de photos de ces jeunes femmes dévoilées qui allaient se photographier avec leurs cheveux devant les Persépolis. Oui, et c'est là. C'est qui est une ville très conservatrice en plus. En plus, et Persépolis, c'est quand même la Perse. Et c'est tout d'un coup là, c'est des messages. Et tout le monde l'entend, pareil, 5 avril, manifestation à Téhéran, et crier Khamenei, le Zahak, on va te renvoyer dans la tombe. Le Zahak, c'est le roi tyrannique du livre des rois de Ferdowsi, qui est le livre de la mythologie persane. Zahak donc, passe un pacte, tue son père, passe un pacte avec le démon pour avoir tout le pouvoir, et à ce moment-là, un serpent lui pose sur chacune de ses épaules qui se nourrissent chaque jour de la cervelle des jeunes gens. Totalement de circonstances, quand même, c'est magnifique. Et le fait de relier Khamenei à Zahak, le fait de se réapproprier la Perse, la vraie Perse, c'est quand même de rappeler une chose, c'est que l'Iran a été plus longtemps zoroastrienne qu'elle n'a été musulmane. Que le schisme, de manière très résumée, mais honnêtement c'est vraiment ça, c'est un syncrétisme entre le zoroastrisme, le livre des rois, et l'islam. Que le fait qu'il y ait des saints, qu'il y ait un clergé dans l'islam chiite, quand même une minorité, c'est 15 à 20% du monde musulman, c'est quand même une référence totale. Hussein, c'est Siavash dans le livre des rois, vous avez, c'est quand même flagrant. Ça, c'est quand même quelque chose de passionnant. Et c'est là où ça les différencie, j'allais dire, du printemps arabe, parce que beaucoup de gens me disent, bon, quelle différence? Mais la différence, et c'est ça où c'est extrêmement douloureux vis-à-vis des pays, des autres pays arabo-musulmans sunnites, c'est que le travail de sape qu'ont fait les politiques en déculturant leur population, en leur refusant l'accès au savoir, en leur coupant même leur lien avec leur culture d'origine, c'est-à-dire en laissant en gros les islamistes uniformisés par l'islam, alors que l'Algérien, le Marocain, le Tunisien, l'Égyptien ne mangent pas la même chose, ne parlent pas le même dialecte, n'a pas les mêmes tenues traditionnelles. Il y a quand même une richesse culturelle, nationale dans chacun de ces pays qui, avec les islamistes, s'effacent, s'uniformisent, et où tout d'un coup, tout le monde se retrouve avec le même uniforme, la même bouffe, le même langage que 3/4 ne comprennent pas. Enfin, tout ça est complètement... L'Iran, il n'y a pas ça. L'Iran, ils ont le fait que des jeunes, en réfèrent à Zahak, qui manifestent en criant « Nous sommes les enfants, les petits-enfants » de Cyrus le Grand, qui a libéré les Juifs de Babylone. Le fait qu'ils aillent à Persépolis se photographier. Quand même en train de dire, mais nous, on se débarrasse de l'islam, mais on a la Perse, en gros, qui nous rattrape. C'est notre parachute culturel. Et en fait, Mollah ou pas Mollah, République islamique, la fête la plus importante, c'est le Nowruz, fête païenne qu'on continue à fêter. Ça en fait une révolution unique, ça en fait une révolution passionnante, ça en fait une... C'est que, évidemment, est-ce que parce que je suis née là-bas, il y a quelque chose qui vibre et je me dis, putain, de mon vivant, j'aurais vu, j'espère, naître, et je suis certaine, naître et mourir les mollahs. Et d'ailleurs, ça serait, c'est quoi, le plus beau cadeau à faire à tout le monde arabo-musulman. Complètement. À Israël, au fait que la première chose qui se passerait, c'est Israël et Iran qui réouvriraient leurs relations diplomatiques et feraient les gendarmes de la région. C'est que ça serait, mais révolutionnaire, parce que tout d'un coup, quel besoin de se voiler, tout d'un coup, tout le monde sunnite va se retrouver désemparé. Alors, quelles sont pour vous les conséquences, justement, du rapprochement récent et inattendu entre l'Arabie saoudite, qui était quand même l'ennemi juré de l'Iran, donc cette poignée de main qui a lieu en Chine entre les deux représentants? C'est quoi les conséquences de... La seule chose positive dans cette affaire, c'est que je me dis ça va peut-être permettre aux Yéménites d'arrêter de mourir du choléra et de la faim. Il y a quand même 8 millions de Yéménites qui souffrent de faim et 1 million de Yéménites qui sont malades du choléra. Ce qui est quand même, c'est une guerre quand même, 250 à 350 000 morts, c'est quand même un massacre. Et c'est même pas une guerre oubliée, c'est une guerre de le début, tout le monde se fout, c'est le terrain de guerre.
du sunnite et du schisme. Alors, derrière ce rapprochement, il y a quand même une excellente nouvelle. C'est que pour que les mollachites, la République islamique, aillent serrer la main à l'ennemi saoudien sunnite, Oui. Ils ne s'aiment pas depuis le 8e siècle. Quand même pas un truc du genre, ça fait 3 ans qu'ils se font la gueule. Ça fait 7 ans qu'il n'y a plus de relations diplomatiques. Mais c'est quand même une haine profonde depuis le 8e siècle. Là, c'est dire à quel point les mollahs sont quand même en panique. C'est que là, ils ont besoin d'alliés. Ils se disent, on ne peut plus continuer comme ça. Parce que le Shah avait des alliés, alors qu'eux n'en ont jamais eu. C'est que les caisses sont vides. Ils ne peuvent plus continuer à subvenir les Houthis, les rebelles chiites yéménites, il n'y a plus les moyens. Le Hezbollah, il n'y a plus les moyens. C'est le Hamas. Le Hamas, il est financé par le Qatar. L'Iran, elle est caisse vide, elle n'a plus les moyens. Mais alors ce rapprochement, ça raconte la panique des mollahs, ça raconte l'ambition extraordinaire de Mohammed Ben Salman. Ça lui permet aussi de faire un énorme doigt d'honneur aux Américains. C'est-à-dire, tu m'as traité de paria, toi, Joe Biden. Non seulement tu veux mon pétrole, je ne te le donne pas, je m'aligne sur les Russes, mais en plus, regarde, on te vire du Moyen-Orient, c'est la Chine qui est à ta place, c'est sous l'égide de la Chine. C'est, d'un point de vue géopolitique, c'est absolument passionnant. C'est incroyable, mais alors, ça s'est fait, cet accord, il n'a pas pu se faire sans l'accord des États-Unis et d'Israël enfin, j'imagine, non, parce qu'à côté de ça, les MBS continuent de négocier, de marchander, je dirais même, avec Israël et avec les Américains pour le rapprochement, parce que MBS a besoin d'Israël, a besoin de la technologie israélienne pour sa ville là, du futur, etc., qui a 30 km, même pas de la frontière israélienne. Tant que son père est en vie, il ne peut pas signer d'accord de normalisation avec Israël, tant que le roi, qui est encore, lui, c'est le prince héritier, mais c'est là où MBS est dangereux et très malin. C'est que il a beau faire ça, il continue à marchander. Mais aujourd'hui, étant donné maintenant que renaît cette espèce de bloc, vous avez d'un côté quand même la Chine qui dit les droits de l'homme à la chinoise et moi faiseur de paix, je veux dire, c'est évident que là, pour moi, c'est MBS qui très intelligemment, enfin, tout le monde s'utilise, mais joue la carte chinoise vis-à-vis de Joe Biden, c'est le doigt d'honneur à Joe Biden. Mais pour moi, ça dit quand même la panique des mollahs, et ça, c'est quand même, ça sent très bon pour les Iraniens, parce que pour les Iraniens, ça c'est la honte. Comme on dit chez les Arabes, c'est la chouma. C'est pas bon. C'est d'aller signer avec les Saoudiens, avec l'ennemi sunnite. Quelque part, ils se disent, non mais c'est perdu, parce qu'Ahmadinejad, ce grand malade, au moment où c'était en 2021, signature, en plein pareil, fête de Nowruz, au mois de mars, signature d'un accord de coopération avec la Chine de 25 à 35 milliards, rien n'était sorti. Mais Ahmadinejad a dit, mais on ne va pas vendre le pays aux Chinois. Parce qu'il y a quand même ce nationalisme iranien. Donc quelque part, là, les Iraniens se disent, eux, ils sont paniques. Mais dès qu'on va se débarrasser des mollahs, on va virer les Chinois et les Saoudiens. Ça ne va pas être possible. Donc là, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour vous, aucun retour avant septembre 2022 est envisageable? C'est de remettre ces jeunes femmes sous le voile, c'est impossible. Vous savez, depuis 1979, c'est à partir, ça a commencé vraiment en 99 avec Khatami, toutes les manifestations qu'il y a eu en Iran, et il y en a eu d'ampleur, il y a eu 99, il y a eu 2000, il y a eu juste avant les printemps arabes, il y a eu 2009 pour la réélection d'Ahmadinejad, il y a eu 2014, il y a eu 2017, 2019. 2019, on avait quand même des manifestations qui disaient ni Gaza ni Hezbollah, je donne ma vie pour l'Iran. Mais jamais le voile n'a été brûlé. Il y avait même des Allah Akbar qui étaient criés dans la rue. Il y avait encore l'idée qu'il y a peut-être moyen de réformer. C'est-à-dire, en gros, laisse-nous la main économique. Voilà, à un moment, je disais, ça serait peut-être une monarchie constitutionnelle. Parce que moi, j'appelle la monarchie, pour moi, c'est une monarchie ce qui se passe en Iran. Mais là, je me disais, à ce moment-là, les Iraniens avaient l'espoir d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Okay. On a le mollah qui vient faire des coucous, ça va être notre famille royale, le pouvoir bascule du côté séculier. Ils n'ont pas réussi à faire ça, les mollahs. Là, ils se sont tirés une balle dans le pied. Donc, pas de monarchie constitutionnelle, la monarchie va tomber. Elle est déjà tombée dans les têtes, plus personne n'en veut. Vous avez essayé de remettre un tchador à une jeune femme en short? Donc cette jeunesse... À 42 degrés à Téhéran l'été? Non, on est d'accord. Donc cette jeunesse a complètement, complètement détachée de cette idéologie. Désislamisée même. Complètement. Oui. Et d'ailleurs, elle a largement dépassé, on l'a vu, la révolte du voile. Enfin, mais... Donc c'est un mouvement contre le régime, très bien. Tous les piliers de l'islam sont tombés les uns après les autres, l'anti-américanisme, l'antisionisme. Ils sont tous branchés sur des comptes Instagram de leurs cousins à Los Angeles et eux, ils veulent la même chose. Bon, et puis aussi de la mainmise de l'homme sur la femme, avec ce qui s'est passé donc en 2022. Et puis surtout, je trouve, les hommes ont rejoint les femmes aussi pendant cette manifestation. Ils étaient là, ils n'ont même pas rejoint, c'est que ça a été conjoint dès le premier moment. Dès le début. Oui. Alors, ça dit quoi de cette société-là, que les hommes osent
et par rapport à tout ce qu'on leur a inculqué depuis... parce que ces jeunes-là n'ont pas connu ce qui s'était passé avant, ils n'ont même pas connu... C'est les enfants de Khomeini, c'est les petits-enfants de Khomeini, bien sûr. Et puis ils n'ont même pas connu les revendications des mouvements de 1999. Donc ça dit quoi de cette jeunesse masculine en Iran aujourd'hui? Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'espoir, j'allais dire en l'homme, hein, avec un grand H, donc homme et femme. Je sais que maintenant, il faut absolument distinguer, et ça me met extrêmement en colère quand on réduit cette révolution en Iran à une révolution féministe ou féminin. C'est complètement absurde, parce que rien qu'ils regardaient les nombres de morts, les hommes meurent, et les hommes meurent sans l'ombre d'un doute. Je veux dire, en sachant pourquoi ils meurent. L'un des 4 condamnés à mort, celui de 22 ans, qui appelle son père en disant « je suis condamné à mort, ne le dis pas à maman ». Extraordinaire, 22 ans. Ça restera dans l'histoire. C'est 4 hommes qui ont été condamnés à mort. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, moi, cette séquence qui circule aussi, vous pouvez retrouver facilement sur les réseaux sociaux, à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran. Vous avez une épicerie, on sent que c'est les courses de Nouvel An. Vous avez une mère et sa fille non voilée qui rentrent dedans. Arrive un bassidji, visiblement, un milicien, commence à les engueuler, visiblement, et puis leur renverse du yaourt sur la tête. Ni une ni deux. Il n'y a même pas une seconde de doute. L'épicier quitte son comptoir et le fout dehors à coups de pied au cul. Oui, c'est vrai. Je trouve cette séquence lit le rapport des hommes aux femmes. C'est-à-dire qu'aussi étrange que ça paraisse, il y a des salauds partout, hein, que les choses soient claires. Il y a des sales hommes, voilà, en sens du sexe homme. Il y a des connards partout, alors, de toutes les nationalités, etc. Quand même, une chose, c'est que l'Iran, dans la culture iranienne, dans le livre de roi, etc., il y a énormément de personnages féminins. C'est quand même une société, à l'intérieur, c'est quand même du matriarcat pur. Hein. C'est madame porte la culotte, c'est totalement assumé. Même sous forme de blague. En fait, il suffit de regarder le rire d'un pays pour y découvrir la réalité. 3/4 des blagues sont autour de madame porte la culotte. C'est vrai. Il y a un côté, c'est elles qui tiennent la maison. Et je pense que... Et c'est ça qui est quelque part... c'est-à-dire l'histoire avance... plus vite que nous, on lui court un peu après, c'est que les jeunes hommes iraniens sont des jeunes hommes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont compris d'une manière très saine, parce que déjà, de toute façon, à l'université, même si les cours sont séparés, maintenant, ils ont instauré la mixité, maintenant, c'est une des premières choses, dans les cafétérias, etc. Donc, il y a aussi... Alors qu'ici, on fait des trucs... C'est complètement délirant, des réunions non mixtes. Les Iraniens entendent ça, ils sont morts de rire. Ils disent, nous, ça fait 44 ans qu'on fait ça, c'est vraiment pas funky. Hein, et puis, ça sert à rien. Il faut être ensemble pour avancer. Au contraire, ça ne fait que séparer. Donc, je pense qu'ils ont... 60% des étudiants sont des étudiantes. Et, en fait, d'une manière... Les gens, vous savez, à un moment, sont rationnels. Je veux dire, sortis du préjugé, etc., vous vous rendez compte que l'égalité, la stricte égalité entre hommes et femmes, en fait, c'est bon pour les femmes, c'est bon pour les hommes, c'est bon pour tout le monde. Alors justement, on va parler de... c'est ça qui est merveilleux. Ben oui, alors bon, j'adhère complètement à ce que vous dites. En plus, alors justement, qu'est-ce que pense la féministe que vous êtes Alors d'abord, il y a eu l'absence de soutien de l'Occident, mais il y a eu aussi, étonnamment, l'absence de soutien des néo-féministes. Alors ça, c'est une question. Et puis surtout, je trouve qu'on a une intellectuelle de choc. Non, on a Annie Ernaux, qui, à l'instar de Michel Foucault, manque de cohérence, on peut le dire, puisqu'elle soutient les Iraniennes. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Elle ose soutenir les Iraniennes. En revanche, elle soutient aussi le port du voile en France. Alors moi, je voudrais comprendre... est-ce qu'il y a d'abord quelque chose à comprendre? Et puis, est-ce que le voile a une signification différente en France? Moi, je pense qu'il faut laisser Annie Ernaux venger sa race dans son coin en tournant en rond comme un hamster dans sa cage. Je ne sais pas trop quoi dire. Ce qui est bien avec Annie Ernaux, c'est qu'au moins, j'ai moins cet avantage-là de la cohérence. Je pense que ma prof de français de 6e s'en souvient encore. On avait une femme d'Annie Ernaux au programme en 6e. Et dès l'âge de 12 ans, j'ai fait « j'aime pas cet écrivain ». Donc, je restais... Alors, j'ai toujours lu, moi, j'appelle ça de la littérature de cocotte minute. Moi, les 6 pages à expliquer que ah, putain, c'est elle qui est obligée d'apprendre à servir de la cocotte minute pour faire à manger à son mari. J'ai toujours vu mon père aussi faire à manger, donc je suis là, en fait, je sais pas, ma mère dit, je suis fatiguée, tu peux pas faire à manger, puis l'autre, il se lève, il va faire à manger. C'est pas foutu de dire ça à son mari, en fait, je sais pas si ça fait de la littérature, donc ton délire de venger tout le reste. Moi, sa littérature m'emmerde, je le dis, je suis très étonnée qu'on ait donné le Nobel à quelqu'un d'aussi faible d'un point de vue littéraire. 1000 pensées à Philippe Roth, à Milan Kundera, à Rushdie, et il y a bien d'autres qui, là, savent faire de la littérature genre en marbre. Là, c'est vraiment de la petite bière. Mais moi, j'adore. Le voile change de nature en passant les frontières. C'est comme si vous disiez la peine de mort en Iran, c'est pas la même chose que la peine de mort en France. Exactement. C'est pas pareil. C'est un petit changement parce qu'en Iran, il y a plus de voleurs ou... je
je sais pas, leur cou est plus gros, je sais pas, c'est complètement con. Mais le signe, enfin, on aura au moins assisté à cette séquence extraordinaire, c'est Sandrine Rousseau qui trouve que le voile est un embellissement, qui se fait huer à une manifestation d'Iraniens. C'est merveilleux. Enfin, comment a-t-elle osé, surtout? Comment a-t-elle osé y aller? C'est toujours un moment de délire. Pour combattre l'oppression des femmes, mais avec le voile. Écoutez, le voile n'a jamais été, ni ici, ni ailleurs, ni en 1920 au Caire, ni à Téhéran, ni à Alger, ni nulle part sur Terre, le fait de recouvrir le corps, les cheveux d'une femme sous prétexte de respect pour Dieu, d'éviter la tentation, parce que les hommes étant d'affreux bonhommes qui, dès qu'ils voient une nuque, ont envie de lui grimper dessus, c'est quand même ça à la base, c'est qu'il ne faut pas provoquer le désir des hommes, je veux dire, souscrire à cette idée-là, et quand on me dit « oui, mais moi, mon amie, elle le porte, pas du tout, c'est vis-à-vis… » Je lui dis « je m'en fous, quand tu auras le voile, sera plus obligatoire nulle part. » Comment ça? Qu'elle le porte. Tant que c'est obligatoire, ne serait-ce que sur une parcelle, tant que c'est un instrument de propagande des frères musulmans, et ne parle même pas des salafistes, niet. Mais niet, dès qu'il apparaît quelque part, il est le signe de l'infériorisation des femmes. Point barre. Il y a même pas, en fait, normalement, il ne devrait avoir même pas de débat, mais on va continuer à débattre dessus. C'est complètement con de dire une chose pareille. Et là, de faire ce grand écart extraordinaire. Mais les Iraniennes, que je rassure Annie Ernaux, ne veulent pas de son soutien, en fait. C'est ce genre de personnage. D'ailleurs, ce n'est pas la littérature, je dirais quand même. J'aime la bonne littérature aussi, parce que la littérature continue à se vendre énormément. On continue de lire le Lolita à Téhéran dans les caves. Les femmes ont continué à écrire en plus. Aujourd'hui, la majorité des écrivains, des romancières, sont des romancières en Iran. Donc, ils n'ont pas besoin d'Annie Ernaux. Et c'est vrai, voilà, Michel Foucault, a fait des petits, comme Khomeini a fait des petits, comme Thérèse Philosophe a fait des petits. Donc, nous continuons, j'allais dire, cette bataille mémorielle. On se bat chacun avec... voilà. Moi, je sais que je suis dans le camp de la liberté et de l'émancipation. Et s'il y a des gens qui prennent du plaisir... Et de l'égalité homme-femme. Et de l'égalité homme-femme. Je ne crois pas qu'il y ait une supériorité des hommes sur les femmes. Moi, le patriarcat, il agonise depuis bien longtemps en Occident, et c'est heureux. Donc, c'est un combat absolument ridicule. Par contre, il est bien, bien vivace en Afghanistan, en Iran, en Inde. Donc, il y a des endroits où il y a un véritable patriarcat d'État qui s'exerce. Donc là, je crois qu'il y a un discours adapté. Mais moi, entendre ne serait-ce que la Première ministre française nous expliquer qu'en France, les droits des femmes, c'est pas encore ça. Non, mais elle me fait de la peine en même temps. Parce que, je veux dire, c'est quand même marrant, le néo-féminisme est devenu un lieu où le fake news a le droit de s'exprimer. Le fake news est permis parce que c'est pour la cause. Donc quand on dit qu'il y a 25% de différence salariale entre hommes et femmes, c'est faux. Moi, je ne supporte plus ces chiffres-là, 25%. C'est si vous prenez la mi-temps, l'employé de bureau, la secrétaire, la cadre, et que vous mélangez tout ça, vous arrivez à 25%, ce qui est quand même d'une malhonnêteté extraordinaire. Si vous prenez poste par poste, catégorie par catégorie, c'est 6%. Et c'est ces fameux 6%, entre 6 et 8%, irréductibles du fait de la maternité, etc., qu'il y a eu beaucoup d'études, des méta-études, des trucs sérieux sur 50 ans, qu'on n'arrive pas à réduire. Et j'allais dire, est-ce bien grave? Parce que, je veux dire, c'est quand même un pouvoir, le fait de procréer, le fait... Et c'est aussi une joie pour de nombreuses femmes. Donc, le fait, en plus, je trouve, d'amener la suspicion sur la maternité des femmes. Encore. Et est-ce que... Enfin, je veux dire, c'est quand même marrant que ça vienne de gens, tout ce discours, qui en plus sont contre eux, évidemment, le capitalisme, l'argent, etc., et qui réduisent, en gros, la condition féminine à du matériel. Donc à l'argent qui est perdu parce que il y a le fait de faire des enfants. Tout ça est un boogie-booga pas possible. Je veux dire, oui, vous pouvez... Moi, j'ai toujours pensé que c'était intelligent d'avoir des crèches dans les grandes entreprises, ce qui permet aux femmes de rester à la grande réunion. Il y a des choses très pratiques à faire. Par exemple, ça, c'est très pratique. Vous avez une femme qui... après, il y a de plus en plus d'hommes, je vois, à la sortie d'école. Enfin, tout ça avance très intelligemment, continuera à avancer et on arrivera à une égalité totale. Mais vous savez, ça m'amuse beaucoup. En Suède, on y est depuis bien longtemps. Bien sûr, et dans les pays, dans les pays scandinaves. Les femmes, alors que vous avez tout à fait le choix de faire tous les métiers que vous voulez, que ça n'existe pas, et pourtant, les métiers n'ont jamais été aussi genrés que depuis qu'il y a cette égalité totale. C'est intéressant de se réfléchir là-dessus et de dire qu'il y a peut-être une part de génétique, parce que vous prenez des bébés singes, vous leur mettez... c'est des bébés singes, donc ni Annie Ernaux ni Foucault n'ont eu le temps de voir la société leur passer dessus. Hein. Donc ils sont en forêt, et on prend les bébés singes, donc personne n'a eu le temps de leur faire leur éducation, on leur balance des voitures et des poupées, c'est extraordinaire. Premier réflexe, et c'est des petits, hein, des petits singes, c'est d'aller... Les femelles vont s'occuper des poupées, et quand les mâles singes tout petits s'en occupent, la première chose qu'ils font, c'est de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans.
Donc, vous voyez, c'est assez extraordinaire. Donc, mais là, je suis sûre qu'Annie Ernaux me dirait, oui, mais c'est parce qu'à peine elle a ouvert les yeux, elle a vu la femelle singe, sa mère, s'occuper d'elle et des enfants. Donc, bon, là, déjà, la société était en marche. Alors, je vous ai entendu dire, Amnouche Almani, que la révolution de 1979 est également une révolution esthétique, que l'on était passé du faste et des dorures à la noirceur, donc à l'ombre, de l'hétérogénéité à l'uniformisation, donc l'indistinction totale, de la mini-jupe à l'effacement du corps féminin. Vous aviez ajouté qu'il y avait un décalage entre le port de cette mini-jupe qui n'était absolument pas incarné. Est-ce que la société iranienne n'était pas encore prête à cette liberté ou à la liberté, qu'il a fallu tout ce temps-là, malheureusement, pour aujourd'hui pouvoir y accéder en étant serein et apaisé? Exactement. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y avait la mini-jupe, mais il y avait trop de chuchotements. Et que la posture était là, l'artifice était là, mais il n'était pas encore tout à fait assumé. C'est que la mini-jupe, d'accord, mais alors vivre en concubinage, peut-être pas. La virginité était encore quand même l'alpha et l'oméga de la réputation d'une femme. Et je crois qu'il a fallu ce temps. Tout ce temps où, j'allais dire, la vie et l'apprentissage de la liberté a continué à l'intérieur, dans la vie privée, c'était de schizophrénie, de cette vie intérieure, elle a continué privée jusqu'à arriver à ce moment d'explosion où tout d'un coup, mettre un short dans les rues et le mettre avec naturel n'est pas signe de proxénétisme. Donc je pense que c'est pas que c'était trop tôt, je pense que l'Iran a voulu enfiler, parce que ça faisait quand même très longtemps, hein, qu'elle avait, c'est les Safavides, hein, ça a été le premier exemple de syncrétisme culturel. On allait chercher du baccarat là, on allait chercher des vases Mingla parce qu'on trouvait le truc intéressant. L'Iran a toujours eu cette ouverture vers l'autre. Mais là, je pense qu'elle s'est trop empressée de mettre un masque qui n'était pas assez bien ajusté, et d'où la rapidité de disparition de la mini-jupe. Mais je vois bien, c'est ma mère, mes tantes me racontent, elles étaient en mini-jupe certes, mais dans leur tête, elles étaient au couvent. C'est là. Donc vous parliez d'un décalage, il était là. La difficulté, elle était là. Et je pense qu'il a fallu, et moi je suis très impressionnée par cette jeune génération qui a fait l'apprentissage de la liberté et qui a compris qu'il n'y avait pas de lien entre la longueur de la jupe et la prostitution. Et c'est merveilleux. Et je pense qu'il fallait peut-être ce temps-là, et peut-être que là, quand les mollahs vont tomber, ça sera vraiment. En tout cas, vous êtes bon. optimiste. Hein. Totalement. Bon, Totalement. On va s'arrêter là. Oui. En tout cas, je vous remercie. Je remercie la femme libre et la résistante que vous êtes. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt.